honnêtement, on est à entre plus et 40% de croissance tous les mois et rien que le mois dernier, tu vois, on est passé de 100 000 visiteurs à 145 000 visiteurs, SEO par mois et en un mois, on a fait plus 45 000, tu vois? Nous, on a eu des résultats, dès le premier mois, c'est juste, la puissance des résultats qu'on a eu qui a changé, tu vois? On a eu des résultats un peu plus, au début, c'était plus léger parce que forcément, on écrivait par exemple un article par semaine, donc on commençait à 1 000 visiteurs par mois, puis 2 000 visiteurs, mais plus on a intensifié nos efforts, bah, plus les résultats, ils ont été exponentiels. Et moi, j'avais commencé, je crois, avec 300 € par mois et ça m'avait déjà donné un peu de trafic. Le display, le mois dernier, ça nous a ramené à peu près 400 000 visiteurs. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du Lead Club. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Amandine Barr. Amandine, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi pour m'avoir invité. Amandine, c'est la boss du SEO sur LinkedIn et c'est la Head of Acquisition chez Wallaxy. Il faut savoir, c'est la maman des gifs sur LinkedIn aussi. Elle adore ça. Et aujourd'hui, on va parler SEO. On va passer en revue tout ce qu'il faut savoir sur les SEO et on va partir sur un cas pratique avec le bel exemple de Wallaxy. Mais avant tout, j'aimerais te laisser te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas. Du coup, je suis Head of Acquisition chez Wallaxy. Donc, Wallaxy, c'est un outil pour prospecter gratuitement sur LinkedIn. Je suis en charge de toute la stratégie d'acquisition, donc que ce soit du SEO ou du SEA, on a cherché du Google Ads ou du Facebook Ads. Et j'ai vraiment une petite passion beaucoup plus accentuée sur le SEO et sur le fait de craquer un peu l'algorithme de Google et d'aller dénicher des positions alors qu'il y a des gens qui sont là depuis 10-12 ans et que nous, on est là depuis 1 ou 2 ans. Et voilà, donc c'est un peu ma petite passion. Et voilà, hein, globalement, aujourd'hui, je vais vous parler essentiellement de comment tout miser pour, déjà, comment moi j'ai fait pour monter cette stratégie SEO alors que déjà j'étais toute seule dans mon équipe et pourquoi j'ai tout misé sur le SEO alors qu'on a une startup et sans lever de fonds, clairement en fonds propres. Ce qu'on va globalement voir aujourd'hui ensemble, c'est comment on fait du SEO simplement, comment on débute sans quand on est tout seul et par quoi on commence, parce que moi, c'est un peu ce qui me bloquait, c'est que je connaissais le SEO, mais j'avais jamais lancé une stratégie de A à Z pour une boîte. Et je me suis dit, mais en fait, je commence par où? Donc, je vais un peu vous raconter quelles sont les erreurs que j'ai faites, comme ça, déjà, vous ne les referez plus. Et vous saurez clairement comment lancer votre strat après ce petit podcast, j'espère, sans migraine. C'est un peu mon but aussi, c'est de rendre le SEO simple, alors qu'on pense que c'est hyper compliqué et que c'est mystique. Donc, je vous parlerai forcément du SEO, mais comment le comprendre, en fait, comment il se compose de manière très simple et comment aussi je me suis servi du SEA pour booster mon SEO. Je vais globalement parler pas mal de WordPress parce que c'est ce qu'on utilise. Donc, si vous avez un WordPress, ça marchera bien. Si vous êtes plutôt sur un autre type, je pourrais donner, vous pouvez me suivre déjà sur LinkedIn où je donne pas mal de tips, WordPress ou autres. Et je pourrais aussi faire passer une petite doc sur une alternative à WordPress. Euh, Justement, ici, l'avantage, parce qu'on a reçu Toinon, qui est le CEO de Wallaxy, et l'avantage qu'il y a avec Wallaxy, c'est que vous avez vraiment fait tout ça sans lever de fonds, et vous êtes positionné sur une position qui est, enfin, maintenant sur Google, vous êtes très très bien positionné. Et pourquoi je voulais vraiment vraiment t'avoir, parce que comme tu as dit, tu as réussi à bousculer des acteurs qui étaient là depuis de nombreuses années et te hisser assez rapidement. Et c'est quelque chose, c'est une image qu'on a qui est parfois assez fausse du SEO où on se dit c'est vraiment sur le très très long terme. Pour le SEO, j'attends d'avoir exploité tous les autres canaux pour au final pouvoir monter sur le SEO. Et j'aimerais justement casser ce mythe-là. Et pour commencer, j'aimerais d'abord, on a plein de définitions du SEO. Est-ce que toi, tu as une petite définition que tu aimes bien? Une petite définition que j'aime bien, c'est pour moi le SEO, c'est la manière la plus. En gros, c'est répondre à des gens qui se posent des questions de la manière la plus précise. Et pour moi, c'est tout. Il n'y a pas plus. C'est le SEO, tu es là pour répondre à des gens qui se posent des questions. Si tu es la meilleure réponse, tu seras celui qui sera placé le plus haut. Et voilà. C'est assez Sans simple trop de prise de tête. et clair. Et justement, pourquoi il faut miser sur le SEO en termes de résultats? Est-ce que ça apporte réellement ou c'est juste, on va dire, un canal plutôt alternatif? Alors, nous chez Wallaxy, en tout cas, moi j'ai fait le choix que ce soit notre canal d'acquisition principal.
déjà, c'est un investissement qui est long terme. Donc oui, au début, tu vas mettre un peu de temps pour le mettre en place parce que, bah, il faut le temps de caler la strat, il faut commencer à rédiger tes premiers articles, mettre en place ton site, et cetera. Mais la magie du SEO, c'est que ce que tu fais aujourd'hui, ça continue de diffuser des résultats pendant 6-8 mois. Et donc, plus tu fais d'efforts, plus ça se diffuse et plus les efforts, en fait, ils sont long terme. C'est-à-dire que je sais que même si aujourd'hui, bah, là, j'arrête tout en SEO, je sais qu'on a encore 6 à 8 mois de croissance SEO qui vont tomber parce que ce sera le résultat des mois précédents. Et pour moi, le SEO, il n'y a pas. Enfin, en gros, c'est mon canal préféré, clairement, parce que déjà, j'ai jamais vu un canal qui me permet d'avoir une croissance aussi exponentielle. Honnêtement, on est à entre plus et 40% de croissance tous les mois. Et rien que le mois dernier, tu vois, on est passé de 100 000 visiteurs à 145 000 visiteurs SEO par mois. Et en un mois, on a fait plus 45 000, tu vois. Alors qu'on n'avait rien changé fondamentalement à la stratégie. C'est juste qu'on continue de conserver ces efforts-là. Et du coup, ça se diffuse, comme je te disais. En gros, ça se diffuse sur des mois et des mois. Et aussi, pour moi, le SEO, c'est un peu le meilleur endroit pour générer aussi du chiffre, dans le sens où les gens qui tapent sur Google, pour moi, ils sont déjà dans une intention d'achat. Si moi, demain, je vais taper AirPod, bah, soit je veux me renseigner, mais si je me renseigne, c'est qu'indirectement, ça m'intéresse, soit je vais les acheter. Et du coup, pour moi, ça reste le canal où les gens ils sont déjà le plus prêts à acheter, entre guillemets. Et pour parler un peu plus ROI, tout le contenu SEO, pour moi, c'est un contenu qui est réutilisable. C'est-à-dire que mon contenu que je fais en SEO, je m'en sers pour aussi mes autres canaux, donc LinkedIn, mes podcasts, je m'en sers pour faire des livres blancs, je m'en sers pour du Google Ads, du Facebook Ads, je m'en sers pour faire des guides. On pourrait même s'en servir pour faire des formations si on avait envie. En fait, c'est un contenu qui est réutilisable un nombre incalculable de fois. Une fois que tu l'as écrit, c'est pas tu as écrit ton article pendant un jour et tu le jettes à la fenêtre. C'est ton contenu, tu l'as, il est à toi. Et maintenant, c'est juste à toi de décider comment tu le diffuses, entre guillemets. Et Voilà, pour répondre à ta question. justement, franchement, quand on voit l'évolution de plus 40% chaque mois, je pense pas qu'on puisse trouver ça sur tous les autres canaux d'acquisition. Mais tu m'as parlé de temps avant d'avoir du résultat. Ici, pour Wallaxy, ça a pris plus ou moins combien de temps? Honnêtement, on a eu des résultats dès le premier mois. C'est juste la puissance des résultats qu'on a eu qui a changé, tu vois. On a eu des résultats un peu plus... au début, c'était plus léger parce que forcément, on écrivait par exemple un article par semaine. Donc, on commençait à 1000 visiteurs par mois, puis 2000 visiteurs. Mais plus on a intensifié nos efforts, bah, plus les résultats ils ont été exponentiels. Mais en soi, on a déjà eu des premières positions dès les 2-3 premiers mois, quoi. D'accord. Donc, est-ce que c'est dû au fait que voilà, vous êtes sur peut-être un marché de niche ou on va dire sur un positionnement qui est intéressant où il n'y avait pas beaucoup de gens? Ou est-ce que tu penses que voilà, avec ton expérience, tu as, quand même travaillé avec plusieurs entreprises différentes, c'est vraiment faisable, on peut avoir des résultats après 2 mois pour tout le monde? Honnêtement, tu peux avoir des résultats dès les premiers mois. Il suffit juste de bien planifier ta stratégie, c'est-à-dire que une erreur qui est assez commune, tu vois, c'est que les gens se disent, bah, par exemple pour nous, notre mot-clé phare, c'était prospection LinkedIn, parce que forcément, on fait de la prospection sur LinkedIn. Sauf que c'était un mot-clé qui était inatteignable actuellement, parce qu'on ne peut pas espérer se placer sur un mot-clé qui est très concurrentiel et qui est très recherché alors qu'on démarre et qu'on est des bébés. Donc forcément, notre stratégie au début, c'était d'aller chercher des plus petits mots-clés avec moins de concurrence. Parce que aller chercher des mots-clés avec moins de concurrence, ça veut dire que tu peux te placer plus rapidement. Et plus tu te places rapidement, plus tu fais du volume, plus tu fais du volume, plus tu grossis. Et plus un jour, tu as le niveau, entre guillemets, pour aller chercher le mot-clé que tu voulais. Et je vois beaucoup de personnes qui vont direct, bah, OK, moi je veux prospection LinkedIn, donc je vais direct targeter prospection LinkedIn. Bah, c'est comme si tu essayais d'aller à une compétition de CrossFit alors que tu t'es pas entraîné depuis 3 ans. Tu vas essayer, tu vas galérer, mais tu vas jamais atteindre ton objectif. Bah, c'est exactement le même concept. C'est-à-dire qu'il faut te préparer à pouvoir entrer dans ce type de concurrence. Donc d'abord, tu vas aller chercher d'autres mots-clés qui correspondent plus à ton niveau. Et est-ce que tu vois des secteurs d'activité où on va dire c'est vraiment mort pour eux les CEO tellement c'est rempli, ou alors il y a toujours moyen de se positionner sur des mots-clés? Ouais, ouais. Il y a toujours moyen. Il y a toujours moyen parce que le SEO que toi tu vas faire sera peut-être pas forcément le même SEO que ton concurrent qui en fait depuis 10 ans. Peut-être que tu auras une approche qui est différente, tu auras une approche qui plaît plus à l'utilisateur. Peut-être que toi tu répondras mieux à l'intention de recherche. Ce que j'appelle l'intention de recherche, c'est ce à quoi la personne va s'attendre. Et peut-être que tu vois sur certains résultats de recherche, donc par exemple sur prospection LinkedIn, aujourd'hui, on est les meilleurs parce qu'on répond à cette fameuse intention de recherche. Si demain,
l'intention de recherche, elle change. On ne sera peut-être pas les meilleurs parce qu'on ne correspondra plus à ce que les gens s'attendent. Et ça peut changer très rapidement. Donc, il y a toujours une place déjà parce que Google change, les attentes changent et parce que tu peux aussi proposer une vision différente de ton SEO. D'accord. Pas trop de marché mort à mes yeux. D'accord, donc vraiment, voilà, s'il y a un géant devant moi, j'essaie d'avoir une petite approche différente, on va dire. J'aime bien le terme de l'approche guérilla. Donc, tu essaies d'avoir, justement, avec tes moyens, tu essaies de te positionner. Et surtout, quelque chose que tu as dit d'important pour moi, c'est l'expérience utilisateur, parce que je sais que Google prend de plus en plus ça en compte. Donc, j'ai vu récemment, par exemple, un article de blog, je pense que c'est Julien Lecoupanec de ProspectWeed qui fait ça. Et il l'a mis sous forme de conversation Messenger, par exemple. Tu vois, donc, les questions-réponses. Et je trouvais ça tellement bien fait et je me dis, ça plairait beaucoup plus. Et je pense que voilà, c'est vers ça qu'on se dirige maintenant avec le nouveau SEO. Il n'y a plus, il y a plus besoin de faire le bourrin, à mettre plein de mots-clés pour répondre pour apparaître, on va dire, intéressant ou crédible pour l'algorithme, mais plutôt miser le tout sur l'expérience utilisateur. J'aimerais savoir, est-ce que tu vois cette tendance aussi, ou c'est juste quelque chose qui est de passage et puis ça va diminuer? Bah, pour moi, il y a un peu deux écoles, si tu veux. L'ancien SEO où tu fais des textes un peu générés par l'IA ou des textes pas forcément axés utilisateurs, ça fonctionne encore parce que ça reste du SEO et que ça reste de l'optimisation. Mais ce vers quoi on tend, pour moi, c'est clairement un, la personnalisation et deux, l'intention de recherche. Donc, en fait, on parle à des humains. Les gens qui cherchent sur Google, c'est des humains. Donc, il faut qu'on leur propose un contenu qui soit tout aussi humain. Et si tu n'as pas compris ça, pour moi, ça ne va pas marcher, quoi. Je prends un exemple. Aujourd'hui, on est quatrième sur le mot-clé prospection en France. Donc, c'était à mes yeux inatteignable. Genre, c'était impossible qu'on y soit et impossible qu'on y soit aujourd'hui, mais surtout impossible qu'on y reste. Parce que devant nous, il y a Wikipédia, il y a Larousse, enfin, il y a des monstres, si tu veux, des sites qui sont là depuis des années, qui sont beaucoup plus forts que nous en SEO, qui ont beaucoup plus de confiance aux yeux de Google. Et pourtant, on est là et on reste, et on monte en position. Et on monte en position parce qu'on répond à cette intention de recherche et parce qu'on propose un contenu, un article à l'utilisateur qui est tout aussi humain. Tu vois, comme tu disais, ta conversation Messenger qui change un peu, là, ah ouais, c'est cool à lire. Bah, c'est exactement ce qu'on essaye de faire aussi. Et la preuve que ça marche, c'est qu'on ne devrait pas être sur ce mot-clé-là, mais on l'est et on y reste depuis 3 ou 4 mois. Donc si on avait dû dégager, ce serait déjà le cas. Et du coup, ouais, pour moi, clairement, on va tendre vers, bah, on parle à des humains. Donc si tu arrives à rendre ton contenu humain, tu marcheras. Et si tu es plutôt à l'ancienne, bah, ça marchera un temps, mais plus trop longtemps. Justement, avant d'entrer, parce que là j'ai trop envie de rentrer dans le cadre pratique avec l'exemple de Wallaxy, mais on est en train de poser le cadre un peu théorique. J'aimerais savoir, toi, avec ton expérience, qu'est-ce que tu as vu comme erreur classique et surtout quelles sont les bonnes pratiques que tu vois plus ou moins en SEO? Alors, il y en a beaucoup, mais je vais te citer celles qui me font un peu plus grincer des dents. Celle qui m'énerve le plus et celle qui fonctionne le moins, c'est, tu sais, par exemple, tu vas chercher une question très précise. Genre, tu veux savoir pourquoi les gens ont besoin de lunettes de vue. Et là, tu tombes sur le premier résultat. Et le premier résultat, avant que tu aies la réponse, il faut que tu scrolles, que tu descendes, que tu descendes, tu descendes. Ça fait 3 minutes que tu cherches l'info et tu l'as toujours pas, tu vois. Et ça, pour moi, c'est le contenu le plus horrible déjà pour les personnes, mais le plus horrible aussi pour le SEO. Tout simplement parce que tu dois donner la réponse le plus rapidement possible. Et si la personne elle est intéressée par ton contenu, elle va lire la suite. Mais les gens, ils sont là pour chercher des réponses et ils les cherchent vite. Ils n'ont plus le temps, en fait. Ils n'ont pas le temps de lire ton article s'ils sont dans une intention de je veux la réponse maintenant. Donc, en fait, il faut vraiment s'adapter, pareil, hein, à cette fameuse intention de recherche. C'est-à-dire que si la personne elle est là pour apprendre et approfondir un sujet, tu donnes la réponse rapidement et tu proposes plus de contenu qui va être un peu plus expert. Si la personne est dans une intention d'achat, une intention carrément commerciale, bah, dans ce cas-là, tu proposes plutôt, tu essayes de faire en sorte que ce soit ton site plutôt que ton blog qui ressorte avec une page de conversion. Comme ça, hop, tu la fais convertir direct, elle cherche à acheter, elle ne cherche pas à lire quelque chose. En gros, vraiment s'adapter à ce que la personne va chercher. Ça, c'est l'erreur la plus horrible que je vois. Et l'autre erreur qui me fait aussi beaucoup grincer des dents, c'est quand je vois un texte qui pourrait être bon, mais qui est tellement suroptimisé pour Google que ça devient horrible à lire. Tu vois, il met 1 million de mots-clés, il met tous ces mots-clés en gras partout, il prend pas le temps d'aérer son texte. Le fond du texte est bon, la forme pour l'humain est pas ouf. Donc en fait, le meilleur conseil que je peux donner, c'est
relis ton article et demande-toi si toi, tu aurais envie de continuer. Et si tu vois que tu commences toi-même à scroller, c'est que bah, tu n'as pas réussi, tout simplement. Et justement, quand on parle de texte indigeste, est-ce que tu as une idée de longueur? Parce que je sais qu'avant, voilà, plus tu mettais un texte long, mieux c'était. Est-ce que c'est toujours le cas ou maintenant, voilà, vraiment, c'est l'expérience utilisateur, réponds juste à la question, ne cherche pas à optimiser, voilà, comme tu as dit, à mettre tous les mots-clés qui te passent par la tête sur ton texte. J'adore quand tu me poses des questions comme ça. Parce qu'en plus, tu sais, en ce moment, je suis en train de faire toute une série de posts sur LinkedIn sur les idées reçues du SEO. Et une des idées reçues, c'est qu'un article SEO, c'est forcément 2000 mots. Alors, si tu fais pas 2000 mots, tu peux pas te placer. Bah, c'est carrément une idée reçue et qui ne marche plus parce que la longueur de ton texte va dépendre de mots-clés que tu cherches à viser et de l'intention de la personne. Donc forcément, si tu es sur prospection LinkedIn, la personne elle cherche un outil, bah, une page courte avec juste un bon call to action, ça suffira. Si la personne elle est là, elle cherche plutôt quels sont les meilleurs messages pour prospecter sur LinkedIn, peut-être que là, oui, il va falloir que tu écrives un truc beaucoup plus long, un petit guide de 4-5 000 mots avec des exemples de messages qui marchent bien. Parce que là, la personne, elle cherche à apprendre et elle cherche à avoir des exemples. Donc, il n'y a pas de longueur type pour un article. Chaque article a son nombre de mots. Donc, on voit vraiment ici que toi, tu te concentres vraiment principalement sur le côté intention d'achat et tu y réponds. Euh, Mm-hmm. pour ça, tu fais comment, par exemple, quand tu vois un mot, est-ce que, on va prendre l'exemple du mot prospection, est-ce que tu vas plus te dire, voilà, moi, je vais juste donner la définition, ou je me dis, je donne la définition, je donne un ou deux outils, je donne quelques bonnes pratiques et je rajoute. C'est quoi ton approche? Alors, comment je vais trouver cette intention? C'est que déjà, je vais aller taper le mot-clé dans Google et je vais aller regarder ce que les 10 premiers résultats proposent. Je regarde ceux qui sont dans le top 5. S'ils sont dans le top 5, c'est qu'ils ont dû répondre à peu près à l'intention, tu vois. Donc, si je vois qu'ils sont tous en mode définition, 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 c'est que j'ai déjà un petit indicateur que ce que les gens cherchent, ça va être la définition. J'essaye aussi, je prends 3 facteurs en compte. Donc, je prends cette recherche Google. Je prends aussi facteur en compte, je demande à plusieurs personnes autour de moi, tu vois, dans mon équipe, je dis voilà, si demain vous cherchez ce mot-clé-là, vous vous attendez à avoir quoi? Donc, je prends aussi un peu un petit compte, un petit brainstorming. Et sinon, j'utilise aussi un outil qui s'appelle SEMrush, qui te donne l'intention de recherche estimée. Il peut y en avoir plusieurs, en fait, pour un mot-clé. Tu vois, sur le mot-clé prospection, nous on est placé sur un article de blog qui donne la définition, mais qui donne aussi des techniques et des outils. Parce que l'intention de recherche, elle était informationnelle. Les gens, ils cherchaient donc une définition, mais elle était aussi commerciale. Donc, ils cherchaient aussi des outils. Donc, on a fait les deux. Et ça, il y avait peu de sites qui proposaient et la définition et des techniques et des outils. Donc, c'est pour ça, je suppose qu'on est en quatrième position. Et justement, en termes de fréquence, tu as parlé tout à l'heure du fait de publier une fois, vous as commencé avec une fois semaine. Est-ce que tu as gardé ce rythme-là ou est-ce que tu as vraiment accéléré? J'ai accéléré dès que j'ai pu. Mais la règle pour que votre contenu fonctionne et que votre SEO il fonctionne, c'est qu'il vaut mieux écrire un article par semaine et se tenir à ce rythme, donc avoir une vraie régularité, que d'en publier 4, puis un, puis 6, puis 2. Enfin, en fait, de ne pas être régulier. En fait, il vaut mieux envoyer un message à Google qui est hey, je suis expert dans ce sujet-là et en plus, je suis quelqu'un de régulier sur lequel tu peux te fier, tu peux avoir confiance en moi, tu sais que je suis stable, entre guillemets, dans le sens où toutes les semaines, je te fournis un contenu de qualité sur ce sujet-là. Et quand vous avez la capacité, vous montez à 2 sujets semaine. Mais quand vous êtes sûr que vous pouvez les sortir. Et quand vous pouvez plus, vous êtes à 3. Là, par exemple, nous, on est à 4 articles, je crois, entre 3 et 4 articles semaine en français. Et après, on les duplique en plusieurs langues. Ah ouais, d'accord. Et vous êtes sur, donc, sur plusieurs marchés. Ça, c'est intéressant au niveau des langues. On reviendra là-dessus. J'ai une question qui est, tout à l'heure, tu as parlé tu as dit, est-ce qu'il faut que le site sorte ou est-ce que c'est le blog? Et je voulais savoir, est-ce que vous, pour Walaxy, ou toi en général, qu'est-ce que tu conseilles? Est-ce que on prend plus un sous-domaine avec blog.monsite.com ou est-ce que je garde le blog dans le site et donc à la fin, c'est mon site slash blog? Ça dépend. C'est ma réponse préférée. Euh, Idéalement, c'est mieux d'avoir un seul domaine, tu vois, avec ton site slash blog, parce que tu as un seul site qui regroupe tout ton contenu et donc toute ta puissance. Nous, on ne l'a pas fait parce qu'on avait démarré notre blog avant de... En fait, si tu veux, avant, ça s'appelait Prospecting et pas Wallaxy. Du coup, avant, c'était le blog Prospecting.
Du coup, on avait prospecting.fr, c'était deux sites complètement dissociés. Et quand on a changé de nom et quand on a changé de produit, on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on fait? On recommence le blog de zéro alors qu'on a déjà du trafic SEO et on le travaille déjà depuis quelques mois. Ou est-ce que juste on gère deux sites, donc un blog et un walaxy.com, ils ne sont pas sur le même site, entre guillemets, et on conserve ces efforts-là. Et moi, j'ai fait le choix de conserver ces efforts-là parce que c'était dommage, à mon sens, d'être déjà répondre à plein de questionnements autour de LinkedIn, d'avoir déjà un blog qui fonctionne en SEO et de le perdre pour un changement de produit, entre guillemets. Ça D'accord. dépend beaucoup de la problématique de l'entreprise, je pense. C'est vrai qu'il n'y a pas de règle, c'est assez flexible et en fonction de la C'est un situation. peu fais ce que tu peux et essaye de faire en sorte de ne pas trop te casser la gueule si tu as déjà des résultats, surtout quand tu dois faire un changement de domaine, etc. C'est un peu touchy comme sujet. Et j'aimerais savoir, tout à l'heure, tu as parlé du rôle du SEA. Euh, Mhm. En théorie, après, on va rentrer sur le plan strat de Galaxy, mais j'aimerais savoir quel rôle tu conseilles pour le SEA. Est-ce qu'on commence directement avec? Donc, le SEA, c'est les pubs, c'est la publicité payante, en fait, pour les gens qui ne connaissent pas. Et ça permet généralement de booster. Voilà, tu renvoies pour apparaître dans les premières positions. Ça permet de booster l'article ou la réponse en général à la question. Tu conseilles quoi en fait en termes de SEA? Bah, je peux juste te partager ce que moi j'ai fait et comment je m'en suis servi. Quand j'ai démarré la stratégie SEO, j'ai en même temps démarré la stratégie SEA et en fait, je me suis servi de mon SEA pour booster mon SEO dans le sens où mon blog, il était encore trop petit pour atteindre les mots-clés que je voulais. Mais mon SEA, donc je paye pour apparaître sur un mot-clé, là, j'étais pas trop petit. Il suffisait juste que je donne 10 balles par mois, ou enfin, à titre théorique, parce que ça coûte beaucoup plus cher que ça. Et j'étais première dans 90% des temps sur prospection LinkedIn. Et en fait, je me suis servi du SEA pour booster mon SEO dans le sens où le SEA m'a ramené du trafic. Plus ça m'a ramené du trafic, plus j'oblige Google à passer plus souvent sur mon site parce qu'il y a plus de monde. Donc, à force de leur ramener plus de monde, on se dit un peu, OK, il y a plus de monde qui vient sur ce site-là, je vais aller le visiter un peu plus souvent parce que s'il y a autant de monde qui va le voir, c'est peut-être que je dois lui accorder un petit peu plus d'attention que ce que je fais actuellement. Donc, en l'obligeant à passer sur mon site, je l'obligeais aussi à voir mes nouveaux articles de blog et donc de les référencer plus rapidement. Et je me servais aussi pour faire une espèce de technique de toile d'araignée, c'est-à-dire que je m'en sers encore aujourd'hui, mais c'est-à-dire que par exemple sur prospection LinkedIn, oui, tu as mon article de blog, mais tu as aussi ma publicité SEA, donc tu vois deux fois Walaxy. Et le but, c'est que tu comprennes que c'est Walaxy qui est vraiment l'expert dans la prospection LinkedIn en un coup d'œil, tu vois. Et qu'une fois qu'il t'est rentré dans la boucle, tu sors plus de cette boucle. Et Et vas-y, dis-moi. je voulais juste savoir, tu as parlé du mot prospection LinkedIn, mais est-ce que tu te positionnais que sur des termes, on va dire comme ça, génériques, ou est-ce que tu allais plutôt, comme pour les articles, tu allais te positionner sur les termes un peu plus précis Le SEA? oui, J'ai fait les deux, ouais. J'ai fait les deux parce que forcément, pareil, tu vois, quand tu as un petit budget, tu peux pas espérer rivaliser avec un mot-clé qui va te coûter 60 € le clic par jour, tu vois? Genre, c'est pas possible. Donc j'ai aussi fait le choix d'aller chercher, les mots-clés que j'avais trouvés en SEO, d'aller aussi m'y positionner en SEA, même si c'était des mots-clés avec moins de volume, donc moins de gens qui recherchent ça tous les mois. Mais ça me servait quand même parce que c'était des gens qui étaient peut-être plus dans son intention de recherche. Tu vois, quelqu'un qui va enfin, entre un mot-clé où je vais être sur prospection LinkedIn, déjà, je suis dans une intention de conversion qui est sympa. Si je suis sur prospection, c'est beaucoup plus large. Je ne sais pas vraiment ce que la personne cherche. Elle va forcément cliquer une ou deux fois sur mon annonce et me faire payer, mais autant, ce n'est pas du tout ce qu'elle cherchait. Par contre, si je suis vraiment outil de prospection LinkedIn gratuit et que je diffuse une annonce sur ça et que c'est exactement ce que je propose, bah, je vais payer, mais pour une intention qui est très claire et qui correspond à ce que je propose, donc peut-être plus rentable. et tu as une idée du budget avec lequel tu avais commencé et avec lequel tu conseilles de commencer, parce que je sais que voilà, c'est un public très qualifié. Mhm. En plus, Ouais, je pense qu'ils cherchent, mais ça coûte un prix. je t'avoue que ça dépend du marché parce que chaque marché a son coût par clic. Chaque mot-clé coûte un certain nombre d'euros. Mais moi, j'avais commencé, je crois, avec 300 € par mois et ça m'avait déjà donné un peu de trafic. Ce que je conseille, si vous cherchez, en fait, il y a deux types de campagnes. Il y a sur le SEA, il y a une type de campagne qui est plus sur du search, donc où tu vas diffuser une annonce sur un mot-clé précis, donc par exemple comme sur prospection LinkedIn. Et moi, je me sers beaucoup d'un type d'autre campagne qui s'appelle du display.
c'est tu diffuses plutôt des petites images à différents endroits sur plusieurs sites. Et ça me ramène énormément de trafic pour pas beaucoup d'argent. Entre guillemets, je pense que pour le display, le mois dernier, ça nous a ramené à peu près 400 000 visiteurs. Et je crois que j'ai dépensé 2 ou 3 000 euros pour ces 400 000 visiteurs. Ah ouais, donc c'est intéressant. Ouais, ça reste intéressant dans le sens où, ok, c'est peut-être pas du visiteur très qualifié, c'est peut-être pas du visiteur qui a une grosse intention de conversion, mais moi, ça m'arrange dans le sens où ça ramène du monde sur mon site et du coup, ça oblige Google à passer plus. S'il passe plus, il me positionne plus, entre guillemets. Alors, et l'avantage, c'est que quand tu as une expérience client qui est intéressante, mais que tu n'as pas de clients qui viennent beaucoup, donc tu ne peux pas l'évaluer, quand tu ramènes des gens sur ton site, bah, tu peux l'évaluer en regardant le temps, le taux de rebond, etc., le temps sur lequel il reste. Ouais, nous, si tu veux, aussi, ce pourquoi le display nous sert beaucoup, donc c'est oui, c'est peut-être pas un trafic qui convertit énormément, mais avoir 400 000 personnes qui viennent sur ton site, ça nous permet de faire plein de tests, tu vois. On essaye de tester notre titre quand tu arrives, tu vois. On fait de l'A/B test, on le change selon le navigateur que tu as, la personne que tu es, l'heure, etc. Et ça nous permet aussi d'avoir des gros volumes, ça nous permet de pouvoir tester pour savoir quel est le meilleur message à faire passer à la personne aussi. Ouais, c'est vrai que la B-test sur 3 personnes, c'est pas un échantillon. L'A/B test sur 3 personnes, c'est pas ouf, quoi. C'est vraiment quand tu démarres et que tu fais de l'A/B test, ouais, ça marche pas. Donc, quand tu arrives à ramener un petit trafic, ça t'aide déjà à avoir plus de data. On est d'accord à ce niveau-là. Pour le plan stratégique, donc souvent on arrive, comme tu as dit, on voit la montagne et on se dit par où est-ce que je commence, d'où est-ce que je la prends. Est-ce que on va passer à l'exemple de Wallaxy, mais peut-être en théorie, tu as peut-être des petites pratiques avant de passer à l'exemple de Wallaxy. En fait, si tu veux, pour savoir comment commencer, il faut juste comprendre comment le SEO il fonctionne. Et en gros, le SEO, c'est 3 piliers. Donc, il y a le premier, c'est la technique, c'est la rapidité de ton site, le poids de ton site. En gros, l'expérience que tu vas fournir à l'utilisateur en termes de technique. Donc, est-ce que quand tu arrives, ton site, il met 15 secondes à charger? Excuse-moi, moi, je pars depuis très longtemps. Ça, c'est le premier pilier. As le deuxième pilier, ça va être le contenu. Donc, ça va être tout ton contenu sur ton site, sur tes pages, sur ton blog, le message que tu véhicules, entre guillemets. Et tu as le troisième pilier, c'est la confiance. Donc, à quel point Google t'accorde de la confiance, c'est-à-dire à quel point ton site va recevoir des liens provenant d'autres sites. Et si tu arrives à comprendre que déjà le SEO, c'est 3 piliers, déjà tu arrives à comprendre que tu sais que tu dois découper un peu ta stratégie en 3 points pour qu'elle fonctionne. D'accord. Et justement, pour la partie, tu m'as dit technique, pour tout ce qui est vitesse, etc. Tu m'as parlé de contenu pour voilà, la qualité, ça, je pense, c'est le plus évident. Et côté confiance pour les backlinks, c'est principalement des backlinks, c'est ça? Ouais, alors, si tu veux, j'ai une petite définition sympa pour moi pour définir un peu cet aspect confiance. C'est, en gros, plus on parle de vous et plus vous êtes quelqu'un d'intéressant qui mérite d'être bien classé, plus les gens qui parlent de vous, ils sont intéressants, plus vous êtes considéré comme intéressant pour Google. Et plus Google a confiance en vous, plus vous pouvez atteindre des grosses positions. C'est clairement comme ça que ça fonctionne. Donc, alors, effectivement, l'aspect confiance, c'est recevoir des liens de sites plus gros que toi pour dire, pour que le message qui passe, ce soit hey, moi, je suis un gros site, tu me fais déjà confiance. Je te dis d'aller voir ce site-là et de lui donner un tout petit peu de ma confiance aussi. Et en général, voilà comment ça fonctionne. Ouais, c'est comme l'aspect recommandation, on va dire, même dans la relation. Oui, c'est ça, en fait. Imagine, tu es en freelance, tu démarres, et demain, il y a Emmanuel Macron qui te recommande. Bah, ouais, tu vois, tu vas faire pouf, comme ça, en légitimité et en notoriété. Bah, c'est à peu près le même principe. Ça va, c'est l'exemple, il est parfait. On attend le backlink de Manu. Ouais, carrément, hein. Preneuse. Hein. Et pour rentrer enfin dans l'exemple de Wallaxy, j'aimerais voir un peu ton plan strat, comment tu as fait de A à Z et voir ce qu'on pourrait égoïstement prendre et de quoi on peut bénéficier de ce que vous avez fait. Et ben, clairement, comment ça s'est passé? Donc, je suis partie de ces 3 piliers, donc technique, contenu, confiance. Et la plus grosse leçon que j'ai retenue, c'est qu'il fallait que je les travaille de manière régulière. C'est-à-dire que dans je prends un mois, par exemple le mois de janvier, il faudrait que je travaille 20% sur ma technique, donc m'assurer que mon site est toujours rapide, parce que j'ai ajouté des nouvelles pages, des nouveaux contenus, donc je fasse en sorte de vérifier tout le temps que c'est OK. Par exemple, que l'utilisateur ne prenne pas des pages 404 s'il veut accéder à quelque chose, un peu cet aspect navigationnel.
et que je travaille à 40% sur mon contenu, donc 40% du temps, je vais produire du contenu ou je vais optimiser le contenu que j'ai déjà, parce que Google, il adore aussi quand tu mets à jour quelque chose. Et 40% de mon temps, je vais aller aussi chercher ces fameux liens parce que ça, en fait, si tes 3 piliers ne fonctionnent pas, tu n'avanceras pas. Si tu as un site qui est parfaitement rapide avec du contenu incroyable, mais que personne n'en parle, bah, tu ne te feras pas positionner et tu feras ça un peu dans le vent. Et pareil, si tu as du bon contenu et que tu vas chercher des liens, mais ta technique, elle est pourrie, bah, ça ne marchera pas non plus. En gros, il faut les 3 ensemble qui fonctionnent. Pour la technique, ce que je vous recommande, c'est déjà le premier truc, c'est de choisir un bon serveur. Un serveur qui va pouvoir tenir le coup, quoi, parce que nous, ça n'a pas été le cas. Ça nous a fait prendre une grosse pénalité et ça nous a fait perdre un joli trafic SEO. Si vous êtes sur WordPress, je vous conseille l'outil Kimsta ou l'outil WP Server. Donc, choisissez un serveur qui est SEO friendly. Moi, j'aime bien ces deux solutions parce qu'elles proposent d'avoir une version brouillon de votre site et une version live, c'est-à-dire que vous pouvez faire votre test sur la version brouillon. Vous pouvez casser des trucs, ça n'affecte pas le site live que Google voit. Et vous pouvez restaurer une version en un clic et ça peut vous sauver quelques nuits blanches. C'est une chose que j'aurais aimé qu'on me dise quand j'ai commencé. Pour vérifier votre technique, vous allez sur PageSpeed Insights. C'est un petit outil de Google qui vous dira tout simplement quelle note il vous attribue de 0 à 100 et s'il y a des soucis, il vous dira aussi ce qui ne lui plaît pas. Donc, c'est plutôt sympa. Et je vous conseille de croiser ce test avec un deuxième outil qui s'appelle Pingdom. Et en fait, vous aurez 2 sites qui vont analyser la technique de votre site et vous donner des informations complémentaires sur comment l'améliorer. Ça, ce sera déjà pas mal pour comprendre où vous en êtes sur l'aspect technique. Si vous êtes sur WordPress, je vous conseille un petit combo de plugins un peu magique pour avoir une note sur PageSpeed Insights en vert assez rapidement. Le premier, c'est WP Rocket, qui lui va agir sur tout l'aspect poids de votre site. Cloud Image qui lui va agir sur vos images. Est-ce qu'elles sont trop lourdes? Est-ce qu'elles sont bien dimensionnées? Est-ce qu'elles s'affichent en bonne qualité, etc. Et je vous conseille Yoast SEO sur WordPress qui vous donnera quelques petites indications sur comment écrire votre contenu avec une forme de pastille. Donc en gros, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ah là, tu aurais dû peut-être aérer un peu plus ton texte, un peu vous aider dans cet aspect expérience utilisateur et optimisation SEO. Si vous cherchez plutôt un outil gratuit pour les images, il y a Hummingbird aussi qui est pas mal. D'accord. Donc concrètement, ça c'est un peu tout ce qu'il faut pour avoir le pilier technique en OK. Je voulais savoir, parce que j'avais vu un post où, on va dire, tu avais pété un peu les plombs sur OVH à juste titre. Et justement, je voulais que tu reviennes un peu sur cette déconvenue, sur ce gros problème, parce que voilà, même moi j'utilise OVH et franchement, il y a quelques bugs. On va pas leur faire un bad buzz, mais c'est vraiment le support. Alors, oui, alors outre le fait que, oui, effectivement, alors c'était un petit peu un post à double sens parce que c'était un petit post aussi un peu blague, entre guillemets. Mais oui, OVH pour moi nous a posé quelques soucis de fiabilité, c'est sûr. Ils ont eu pas mal de soucis et parfois c'est un peu compliqué de maintenir un site et que ce soit ton serveur qui lâche. Donc c'est d'où l'importance d'avoir un bon serveur. Mais l'erreur que nous aussi on a commise, c'est qu'on ne s'est pas rendu compte de à quel point on a grossi et à quel point le serveur qu'on avait, il était trop petit pour ce qu'on avait besoin. Donc il y avait un petit peu de faute de OVH, mais il y avait un petit peu de faute de nous aussi. Donc surveillez bien, est-ce que vous avez les bons est-ce que votre serveur il correspond à ce que vous avez besoin? Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à changer, n'hésitez pas à monter. Vous ne pouvez pas partir à la guerre du SEO sans avoir une bonne base. En fait, la base, c'est le serveur. D'accord. Et pour le côté contenu, je ne sais pas si tu as des bonnes pratiques ou comment tu as attaqué en fait pour le côté. On a déjà beaucoup parlé de ça, mais est-ce que tu as d'autres choses que tu as utilisées principalement pour Wallaxy? Ouais, je pense que la première étape quand même quand on attaque le contenu, parce qu'avant de, oui, répondre à l'intention de recherche et faire attention à l'utilisateur, il faut quand même savoir qu'est-ce que tu vas écrire et pourquoi tu vas écrire ça. Donc, vraiment priorise ta stratégie et décide quel sujet c'est quoi ton sujet où tu veux faire comprendre à Google que c'est toi l'expert. Pour faire ça, donc moi j'utilise, en termes d'outils, j'utilise SEMrush, j'utilise Ubersuggest qui est gratuit, Ahref aussi. Donc ça, c'est 3 outils qui vont m'aider à trouver des mots-clés.
à savoir où est-ce qu'il y a des gens qui cherchent, quel est le volume de recherche sur un mot-clé, quelle est la concurrence aussi sur un mot-clé. Est-ce que c'est plutôt difficile à atteindre? Est-ce que en fait, ça va plutôt le faire? Et pour plutôt optimiser mon contenu en termes de SEO, donc là, je parle pas utilisateur, je parle vraiment optimisation SEO pure et dure pour se positionner. J'utilise un.fr qui me donne une liste de mots que je vais devoir placer dans mon texte pour, en gros, en fait, ça va un peu me pré-mâcher le travail pour faire comprendre à Google que je suis en train de lui parler de ça. Ensuite, pour savoir qu'est-ce que tu vas écrire, par quoi il faut commencer, il faut que tu fasses une étude de mots-clés. Le mot paraît peut-être un peu effrayant quand on commence, mais en soi, te prends pas la tête. Tu prends un Google Sheet, tu mets 3 colonnes. Tu mets donc mots-clés, volume et concurrence. Pour trouver donc mots-clés, tu vas utiliser les différents outils que je viens de te donner. Tu vas taper un peu tout ce que tu as dans ta tête. Tu vois, nous, on était autour de prospection LinkedIn, donc j'ai tapé tout ce qui était autour de LinkedIn, tout ce qui était autour de la prospection. Et j'ai listé tous ces mots-clés-là et j'ai listé leur volume qui vont avec. Donc, c'est-à-dire, ces mots-clés-là, est-ce qu'ils sont très recherchés ou pas beaucoup? Et ensuite, je vais aller regarder la concurrence sur ces mots-clés-là. C'est-à-dire que j'ai pris le mot-clé, je l'ai tapé entre guillemets dans Google et ça me donne un nombre de résultats. Et ce nombre de résultats, c'est le nombre de sites qui vont cibler ce mot-clé-là. Si pour moi, le nombre de résultats était de 1 million, je savais que impossible, je ne pouvais pas m'y placer, je suis trop petit, je ne peux pas y aller. Par contre, si je vois qu'il y avait 10, 20, 40 personnes, il n'y a pas beaucoup de monde sur ce mot-clé-là et il y a du volume, ça va être mon mot-clé numéro 1 sur lequel je vais tout donner ce mois-ci. Et en fait, l'idée, c'est un peu de faire ça, quoi, d'aller chercher tes mots-clés, trouver leur volume, regarder leur concurrence, et ensuite tu priorises par ce qui est le plus atteignable au moins atteignable tout de suite. Et cette étude de mots-clés, tu la conserves. Et quand dans 6 à 10 mois, tu as commencé à un peu monter et tu es un peu devenu un peu plus fort en SEO, tu revois ton ordre de priorité. Je ne sais pas à quel point tu es en train d'entendre du bruit parce qu'on a installé une piscine à boules dans nos locaux. Et je crois qu'ils sont en train de la remplir avec les 50 000 boules qu'on a commandées. Non, ça va, franchement, ça va. Moi, Ok. Non, parce que moi, j'entends. on va vite finir l'épisode et tu vas aller te jeter dedans. Mais voilà, pour que les gens sachent, on a vraiment galéré à faire cet épisode. Chaque fois, il y avait des problèmes, que ce soit de mon côté ou de son côté. C'est un miracle qu'on le fasse enfin. Donc, on espère, voilà. Même si vous entendez un peu des bruits de piscine, c'est pas grave. On Je a m'en vaincu plein excuse. de galères. Alors, je m'en excuse si vous entendez tous ces petits bruits. C'est juste qu'en fait, donc pour un peu, là, je fais une petite parenthèse Wallaxy, mais du coup, on est une start-up en fonds propres, on n'a pas levé de fonds. Et du coup, ça faisait 2 ans qu'on était clairement en mode camping. C'est-à-dire qu'on avait des locaux, mais les locaux, on avait 3 chaises, des canapés, enfin, il n'y avait pas de mur, c'était un peu camping. Et du coup, là, vu qu'on a un peu monté, que l'outil fonctionne bien, on s'est dit, OK, on fait des travaux. Et là, on se fait des bureaux incroyables. Et du coup, dans notre pièce de vie, on a fait une grosse piscine à boules, énormissime. Et là, ils sont en train de la remplir. C'est pour ça. Et le kiff. Euh, Arriver à un niveau où tu te mets une piscine dans les bureaux, c'est bon. C'est là que tu c'est sais. bon, non, mais de toute façon, notre facteur de bien-être, nous, c'est qu'il faut qu'on s'éclate. Donc, c'était logique qu'on ait une piscine à boules. Tu vois, il y a des bureaux vite fait, et après, tu as toutes les conneries qu'on est en train d'installer. Du coup, pour reprendre sur cette fameuse étude de mots-clés, en fait, pas plus. Tu as ton mot-clé, tu as ton volume, tu as ta concurrence, tu priorises par là où ce qui est le plus atteignable, le moins atteignable. Tu n'hésites pas à aller faire un petit check tous les 6 mois pour voir si tu peux atteindre un peu plus. Et en gros, pour moi, une fois que tu as trouvé ton mot-clé, tu thématises ton étude de mots-clés. Par exemple, moi, je l'ai thématisé LinkedIn, prospection, email, puisqu'on fait aussi les emails. Et je prends un thème et je le rush jusqu'à ce que je l'ai poncé. Nous, LinkedIn, on a écrit dessus pendant 2 ans, on l'a poncé. Et une fois qu'on avait assez de contenu, je me suis dit, OK, là, on passe à prospection, mais pas avant. Et fais des rushs, comme ça, tu vas dire à Google, en fait, pendant 1 an, tu vas lui dire, hey, c'est moi l'expert, c'est moi l'expert, c'est moi l'expert, c'est moi l'expert. Et au bout d'un moment, il va dire, OK, c'est toi l'expert. Et il va te positionner là où c'est. Et clairement, le plus gros tip, ce sera cette fameuse intention de recherche. Avant d'écrire, avant que tu commences une fois à écrire, tu vois, alors même que tu te dises, OK, qu'est-ce que je dois mettre dans les titres, tu vas chercher l'intention de recherche. Petit rappel pour comment la trouver, tu vas regarder les 10 premiers résultats, tu vois ce que tes concurrents ont proposé. Tu peux utiliser SEMrush qui te la donne. Et sinon, tu te mets tout simplement à la place de l'utilisateur et tu te demandes ce que toi, tu aurais voulu voir en tant que consommateur. Il y a aussi Voilà. maintenant, Google facilite un peu le travail avec, tu vois, parfois quand c'est des questions, je ne sais pas en fonction de quels critères, mais parfois quand c'est une question très générale, il y a souvent des Mhm. sous-questions qui viennent en dessous.
Et Oui, les petits. voilà le petit bloc. Ouais, ça peut aider, ouais. Et le petit hack, c'est quand tu cliques sur une question, bah, tu as encore une autre liste de, on va dire, il y a 5 questions qui apparaissent, et puis une fois que Ouais, tu cliques sur une tellement question, sur ta il y en a 10. Et le jour où j'ai découvert ça, je me suis dit, bah ouais, mais en fait, le travail est devenu beaucoup plus facile. Et je sais pas si tu as parlé, je pense pas que tu en aies parlé, mais l'outil Answer de public, euh, je sais pas si c'était prévu que tu en parles ou j'ai spoilé. Attends, ton micro, je crois qu'il fonctionne plus. Je t'entends plus. Je t'entends plus. Je vous ai dit, c'est une galère. Alors, est-ce que je suis de retour? C'est bon, t'es de retour. Welcome back. Ok, on va y arriver. Du coup, tu me disais que j'avais pas parlé de quoi? Je demandais est-ce que tu avais parlé d'un seul de public. Est-ce que tu comptais en parler? C'est un petit outil gratuit voilà, qui répond en fait à ces mêmes Ouais, c'est questions. vrai qu'il est pas mal. J'aime beaucoup une séance de public, mais le problème, c'est que tu as que 3 recherches gratuites par jour. Et si tu fais pas trop attention à la langue que tu sélectionnes, tu as vite. 3 recherches par jour, ça peut être insuffisant. Du coup, moi, j'utilise beaucoup un .fr je tape un mot-clé dedans ici et il va me donner toutes les questions autour de ce sujet-là. Donc, c'est pas mal aussi. Ça s'écrit comment? Le chiffre 1.fr, tout simplement. Ils se sont pas trop pris la tête. Voilà, en termes d'efficacité, c'est parfait. Et justement, en fait, tu me parlais voilà, de l'approche sniper, on va dire, tu te concentres sur un truc et tu fonces. Je trouve ça vraiment très, très intelligent plutôt que de s'éparpiller. Maintenant, je me dis qu'au début, si je me positionne sur des mots-clés à 40 recherches par mois, souvent, c'est des questions assez informatives où on pose des questions généralistes. Peut-être que l'intention d'achat n'est pas la plus avancée parce que c'est là où il y a le plus de concurrence. Comment tu fais en fait à l'intérieur pour pouvoir en convertir? Parce que tu m'as dit dès les premiers mois, vous aviez des résultats. Bon, c'est bien que les résultats, bon, le nombre de lecteurs, c'est bien, mais pour faire une piscine avec 50 000 ballons, il faut du chiffre d'affaires. Et donc, comment tu fais dans l'article une fois qu'il est rentré pour le convertir? Alors, si tu veux, la technique, elle a été un peu toile d'araignée. C'est-à-dire que le premier trafic qu'on a attiré, il n'était pas forcément avec une intention de conversion forte, mais on voulait juste du trafic pour se faire connaître. Là, on était plus dans la notoriété. Et ensuite, ce qu'on a mis en place, c'est un peu la technique de la toile d'araignée, qu'on appelle. C'est-à-dire qu'on a ce trafic. Maintenant, il faut qu'on le convertisse. Donc, il y a deux gros axes. Le premier, c'est donc la toile d'araignée. Une fois que tu es venu sur notre blog, tu es foutu. C'est-à-dire que tu te prends du retargeting. On fait en sorte de te retargeter sur d'autres recherches, sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn. On fait une strate de contenu autour de LinkedIn. Donc, si tu as cherché quoi que ce soit autour de LinkedIn et que tu vas un peu sur le réseau, on a environ 30 personnes à publier tous les jours où tu vois passer Walexi, 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 Walexi. Et en fait, le but, c'est de rentrer dans ta tête et que le jour où tu as besoin d'un outil de prospection, tu ne te poses pas vraiment la question de qu'est-ce qui existe, tu sais qu'il y a Walexi. Ensuite, tu rajoutes à ça le SEA. Donc ça, c'était un peu notre première approche, c'était générer du trafic en masse qui ne convertit pas forcément, mais juste à but de notoriété. Et ensuite, mettre ces gens dans cette fameuse toile d'araignée. Et ensuite, une fois qu'on a réussi à atteindre donc, les premiers résultats SEO, donc le premier trafic pas trop à intention de conversion, bah là, on s'est focalisé sur des mots-clés qu'on pouvait un peu plus atteindre, donc prospection LinkedIn, où là, l'intention de conversion, elle est plus forte. Et ensuite, ce qu'on faisait, c'est que dans nos articles, en fonction du sujet et comment ça s'y prêtait, on amenait un peu Wallaxy. Et quand on n'amène pas Wallaxy, on propose autre chose. Par exemple, on propose, hey, tu fais du cold email. Je te propose de télécharger 7 templates gratuits. Cette personne télécharge ces 7 templates gratuits pour faire du cold email. Et ensuite, on lui fait suivre 7 mails derrière, tu vois, en lui disant, hey, il y a aussi Wallaxy qui permet de faire ça. On lui donne un peu des tips, tu vois, un peu. C'est pas une intention directe en mode achète Wallaxy. C'est plutôt, t'as aimé notre contenu, on en a encore plus. Et en plus de ça, on a un outil. On y va plutôt doucement, on n'est pas trop agressif sur ça. Ouais, c'est un concept que Corentin Lambert a nommé le content ladder, donc vraiment le côté échelle où tu montes en fait petit à petit en intention, c'est-à-dire au début voilà tu réponds juste aux besoins et au fur et à mesure tu essaies d'amener le C'est ça. prospect le plus haut possible pour que ça devienne un client. C'est ça. Donc en soi, donc il y a cet aspect où des fois on parle de Wallaxy dans nos articles. On a des petits boutons qui s'affichent aléatoirement sur le blog en fonction de la recherche, en fonction de la requête, de la personne. On a aussi des petites bannières dans l'article. Tu as une petite bannière un peu comme ça. Où là, on fait, soit on propose de télécharger donc un livre blanc, soit on parle un peu de Wallaxy, si ça s'y prête bien.
Et ensuite, on essaye de tout le trafic de notre blog, on va essayer de le rattraper à un moment donné sur un autre canal. D'accord, c'est assez clair pour, voilà, on a fait pour le côté contenu, le côté conversion, c'est vrai. Maintenant, est-ce qu'on pourrait passer au côté backlinks pour savoir comment tu as fait avec Wallaxy? Allez. Du coup, côté backlinks, j'ai utilisé déjà 2 outils. Le premier s'appelle SEO Observer et l'autre s'appelle Majestic. Vous n'avez pas vraiment d'outils gratuits, enfin, du moins, je n'en connais pas qui permettent de suivre ces liens. C'est pas encore sur le marché, à mon avis. Mais vous pouvez prendre SEMrush, par contre, si vous débutez, qui est plutôt complet, où on peut suivre un peu ces liens aussi, un peu moins précis, mais ça peut servir, ça peut répondre aux 3 piliers. Et au début, pour avoir qu'un seul outil, c'est pas mal. Pour débuter, en fait, ce qui est un peu compliqué, c'est que si tu as pas de budget pour avoir des liens, il faut que tu arrives à les avoir gratuitement. Donc ça, c'est un peu la galère. Mes petits tips déjà pour débuter, c'est qu'il faut que tu aies des liens tous les mois. Si tu as un lien de temps en temps, ça ne marchera pas, c'est exactement pareil. Ça veut dire que Google, comment il va l'interpréter? Il va se dire: «Ah OK, bah, peut-être sur moi aussi, il y a des gens qui ont parlé de lui, mais après plus jamais, bah, j'ai aucune raison de lui accorder de la confiance, c'était passager, quoi». Alors que si tous les mois, tu as des gens qui parlent de toi, il va se dire: «Ah ouais, il y a de plus en plus de gens qui me disent de lui faire confiance, il commence à être fiable, je peux lui accorder un petit peu plus de confiance». Donc même règle, régularité. Idéalement, il faut que ces sites qui parlent de vous, ils soient dans la même catégorie que vous. Si vous êtes, comme nous, en outil de prospection et que demain, il y a un camping qui parle de vous, ça aura aucun effet. Parce que ce site ne sera pas un expert dans votre catégorie. Donc Google dira: «OK, bah, c'est juste bizarre en fait qu'il ait parlé de vous». Et idéalement, ces sites, ils doivent être plus puissants que vous. Donc au début, comment j'ai fait pour trouver des petits liens gratuits? C'est que je suis allée chercher un peu tous les annuaires, qui permettent d'être référencés Wallaxy gratuitement. Donc par exemple, il y a Capterra, il y a G2, il y a Trustpilot aussi. Il y a aussi d'autres, enfin, c'est plus des annuaires d'avis, ça. Mais sinon, après, il y a des annuaires d'outils gratuits. Donc, il y a The Web et NetGo que j'aime beaucoup. Tu peux aussi créer une page sur Medium, un article sur Medium, ça marche. Tu peux aussi créer une page sur Notion et la référencer en SEO. Ça fonctionne aussi, c'est gratuit. Et on a testé aussi de créer la page Wikipédia, c'était pas mal aussi. Ensuite, tu peux tout simplement aller proposer des échanges d'articles sur des sites qui te plaisent bien. Nous, on avait un site qui nous plaisait beaucoup, c'était e-marketing.fr et on savait qu'il acceptait les articles, invités, sans échange financier. Donc en gros, on a juste écrit un article, pour eux en parlant, de Wallaxy. En échange, on a eu un petit lien et ça marche bien aussi. Donc échange d'articles, soit, vous écrivez chez quelqu'un, soit lui, il écrit chez vous, enfin, ce que vous voulez. Et ensuite, comment on a eu beaucoup de liens, c'est que nous, on a un programme ambassadeur. Donc, en gros, on a des ambassadeurs, tout simplement, de Wallaxy, qui ramènent des clients contre une commission. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, bah, en fait, tous ces gens-là, ils parlent déjà de Wallaxy tout le temps. Ils ont confiance dans notre produit. Donc, on va aller faire en sorte qu'eux, ils parlent de nous sur leur site aussi et qu'ils nous fassent des liens retour. Ça a bien marché. Ensuite, quand j'ai eu un peu plus de budget, c'est-à-dire qu'à un moment donné, bah ouais, la stratégie SEO elle fonctionne, donc on a eu un peu plus de budget pour ça. J'ai commencé à mettre en place une stratégie d'acquisition de liens payante pour casser un peu les mythes autour de ça. Il y a beaucoup de gens qui disent ouais, c'est du black hat, ou enfin, en gros, c'est pas une technique autorisée par Google, ou ouais, c'est risqué. C'est pas risqué si tu le fais bien, si tu le fais proprement et que tu n'en abuses pas en fait. Oui, si demain je vais acheter pour 1 million de liens tous les mois, oui, c'est clairement abusé. Mais si de temps en temps je vais aller chercher quelques liens sympas parce que bah, c'est normal, la personne elle écrit sur moi, donc c'est un échange financier contre un joli article, entre guillemets, c'est comme si je payais un rédacteur à mon sens. Et bah, j'ai commencé donc à aller chercher des liens, donc c'est dans la même catégorie que moi, et des sites qui étaient plus gros que moi. Pour ça, il y a 2 plateformes, enfin, il y en a plusieurs, mais si vous voulez faire un peu vous-même, vous pouvez aller sur la plateforme eReferrer ou GetFluence. Là, vous aurez la possibilité de choisir vos liens. Et si vous avez envie de déléguer votre stratégie, parce que à un moment donné, c'est pas votre domaine d'expertise, vous comprenez pas grand-chose, vous savez que vous en avez besoin, mais vous savez pas trop comment faire, vous pouvez d'y aller avec un petit budget de 300 € par mois. Je pense que ça pourra déjà fonctionner. Je vous recommande la plateforme Linksgarden ou Senju. Ça, c'est des plateformes qui marchent bien. D'accord, c'est assez clair. Et pour le côté confiance, on vise vraiment tout sur le côté backlinks. Je veux dire, il n'y a pas d'autre. L'axe principal. Bah, il n'y a pas vraiment d'autres moyens d'obtenir de la confiance qu'en faisant en sorte qu'on parle de toi. Et comme on parle de toi, c'est avec D'accord, les backlinks. c'est assez clair. Et
Donc, pour les chiffres, maintenant, actuellement, tu m'as dit, vous avez 145 000 vues sur votre Ouais, blog. yes. C'est ce mois-ci, là, on était 145 000 visiteurs SEO le mois dernier, du coup. D'accord, c'est hyper cool. Et pour le rôle du display, parce que tu m'as dit que, voilà, en termes de chiffres, c'est Mhm. quelque chose d'assez intéressant, j'aimerais juste revenir un peu dessus. Nous Mhm. dire, voilà, est-ce que c'est principalement du retargeting ou tu te positionnes sur tes concurrents? Euh, alors, le display, ça va être principalement du retargeting, en fait, où je ne vais pas me positionner sur un site précis. Le display, tu peux aussi le lancer sans renseigner de mots-clés. En fait, tu peux aussi juste te dire, en gros, ça se passe dans Google Ads. Et juste, bah voilà, je voudrais diffuser telle annonce dans tel pays sur telle langue. Tu peux préciser beaucoup plus tes audiences aussi. Donc, par exemple, on a des audiences un peu précises. Par exemple, on voudrait des entreprises entre telle et telle taille qui sont plutôt dans ce secteur-là. Et ensuite, ça se fait plutôt comme ça. Et sinon, on essaye aussi de faire du retargeting en disant, bah voilà, on voudrait ce trafic-là. Et tu peux aussi rentrer une base d'adresse mail dans Google pour l'aider à comment dire, l'aider à définir ton client parfait à ses yeux. Donc, tu peux lui aussi donner une liste d'adresses mail et lui, il va aller faire le taf parce qu'ils ont un algo qui est quand même monstrueux. Donc, en fait, ils savent aussi bien t'aiguiller sur comment diffuser et où le diffuser pour que ça marche. Ouais, justement, maintenant, l'algo de Google, comme celui de Facebook, en fait, ils deviennent de plus en plus autonomes avec l'IA. Et je pense, si tu l'aides en plus avec une base de mail, il Oui. fait de dinguerie, je pense. Il y a pas, en vrai, il n'y a pas vraiment grand-chose à faire quand tu lances du display, à part définir à peu près 2, 3 critères. Après, une fois il a besoin de quelques semaines pour trouver son ajustement. Donc, au début, l'algo, il galère un peu. Tu vas se dire, OK, non, là, non, peut-être, OK, j'ai trouvé. Et ensuite, ton display, il démarre. D'accord, c'est assez clair. Donc, j'ai bien aimé la structure avec les trois piliers. Ça structure la chose, on voit les choses plus facilement. Et voilà, tu as dit que pour résumer, il y a le côté technique, contenu et confiance. On essaie au début, toi justement, pour le côté technique, tu vas à 20%, puis 40-40. Pour le côté technique, est-ce que tu as parlé de beaucoup de choses pour améliorer ça? Voilà, Mhm. bon, tu penses que c'est vraiment quelque chose parce que les gens se disent c'est assez technique, c'est compliqué, comment est-ce que je vais accélérer mon site? Voilà, avec ces extensions, c'est largement suffisant, il n'y a pas besoin de faire Ouais. intervenir des codeurs, des développeurs et tout. Non, honnêtement, sur WordPress en tout cas, sur d'autres plateformes, je pourrais pas trop m'y avancer parce que je connais pas précisément comment c'est structuré, etc. Mais sur WordPress, avec ces 3 petites extensions, ça demande pas, enfin, c'est pas très compliqué. Ils ont une doc qui est très précise avec les étapes à faire, ce qu'il faut faire, pas faire, avec un support client qui est quand même très calé. Donc on peut s'en sortir si on est tout seul et même qu'on n'a pas trop de compétences techniques au début. Et est-ce qu'il y a des thèmes que tu recommandes pour l'optimiser, pour qu'ils soient optimisés SEO? J'aime beaucoup Astra, qui est un terme WordPress qui est SEO friendly en fait et qui est pas trop, qui fonctionne aussi avec Elementor. Donc en gros tu peux créer un site assez rapidement avec sans avoir de compétences graphiques trop développées quoi. Tu peux t'en sortir même si tu viens de commencer et tu as une base en gros comment le thème est structuré qui est déjà pensé pour le référencement quoi, pour pas te bloquer. Donc c'est pas mal. D'accord, c'est assez clair. Ben merci, on a vu un peu le tout. On a fait un peu, on a passé en Carrément. revue tout ce que je voulais passer en revue. Je pense que maintenant, après avoir vu ça, c'est assez clair. J'aimerais juste conclure avec des petits tips. J'appelle ça les tips Amandine parce que je pense que voilà, en te suivant un peu sur LinkedIn, tu as souvent des petites approches, des petits trucs comme ça. Est-ce que tu aurais des petits tips à nous proposer? Alors mon petit tip premier ce serait il n'y a pas besoin de légitimité pour commencer du SEO. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous allez passer 17 formations, écouter 70 podcasts, que vous allez être plus légitime. Et en fait, plus vous allez attendre et moins vous allez vous lancer. Donc, lancez-vous, faites des tests, plantez-vous, ça fait partie du process. Mais juste allez-y en fait, parce que le SEO, faut le démarrer au plus tôt. Et même si au début, c'est pas forcément la bonne stratégie, petit à petit, vous allez peaufiner le truc, donc vous allez y arriver. Donc, lancez-vous, c'est un peu mon gros tips. Euh, Mon autre tip, ce serait, bah, n'oubliez pas cette intention de recherche parce que ça reste la prio et ce qui va être de plus en plus mis en avant. Et mon dernier tip, ce serait, vous prenez pas trop la tête à faire des rapports SEO trop massifs. Commencez pas à essayer de suivre tous vos KPI, ça ne marchera pas. Suivez vos utilisateurs via le SEO par mois.
vos visiteurs SEO par jour. Moi, je trouve ça sympa. Semaine, week-end, ça me permet en gros, de me dire, ah, ok, je peux projeter mon trafic à peu près. Je m'attends à peu près à ce qu'on fasse 150 000 le mois prochain. Et en fait, basez-vous sur des critères qui sont simples, que vous comprenez. Vous prenez pas trop la tête. Et si vous entendez beaucoup des ah, on dit qu'il faut pas faire ça, vous tenez pas à ça, allez tester, vérifiez cette théorie. Et si vous pensez que ça a marché pour vous, alors commencez pas à vous baser sur des on dit, il y en a beaucoup en SEO. Le SEO, c'est pas très compliqué quand on n'a pas envie qu'il le soit, entre guillemets. D'accord. Sur ces petites punchlines de fin, cette colle-parole, voilà, vraiment les idées reçues, on a vu aujourd'hui qu'il y en avait beaucoup qui étaient fausses, donc il suffit d'aller les tester. Et la seule réponse en réalité, c'est ce que Google va te répondre et tes résultats. C'est la seule chose que tu dois suivre. Carrément. Pour conclure, Amandine, ici, toi, tu avais été recommandée par. J'ai oublié son prénom, j'ai bugué. Par Dorit, je crois. Tu as été recommandée par Dorit. Je suis mort, elle va me tuer. Elle va me tuer. Mais en fait, j'avais le nom de famille, j'avais plus le prénom. Je suis mort. Et donc, voilà, j'aimerais voir, toi, ici, est-ce que tu as quelques petites perles à recommander aussi? Ouais, j'ai quelques petites perles. Alors, petite perle SEO à suivre sur LinkedIn, il y a Guillaume Giraudet et il y a Paul Grillet, donc qui font des posts SEO qui sont très sympas, avec des petites astuces aussi pour démarrer. J'aime beaucoup Valentine Soda qui fait pas mal de copywriting et qui vous booste aussi un peu à vous bouger et à vous lancer avec du contenu quali. La boxeuse. Et ouais, la boxeuse de LinkedIn. Et j'aime beaucoup Mathias Ben-Meriem qui, lui, va plus parler contenu visuel et ça pourra vous aider à vous donner plein d'idées aussi pour lancer vos articles de blog. Quelles infographies je peux mettre dedans. Il fait des jolies vidéos si jamais un jour vous avez faire du SEA, genre YouTube Ads. C'est pas mal aussi. C'est parfait. Où est-ce qu'on pourrait te retrouver si on a des questions? LinkedIn. Parfait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, à avoir votre avis sur l'épisode. Et s'il y a des questions, on essaiera d'y répondre ensemble et on invitera aussi Amandine à y répondre. Et n'hésitez pas à le partager, à l'envoyer aux amis que ça pourrait intéresser. Et je te dis encore une fois un grand merci, Amandine. C'était hyper cool, bien léger, mais assez condensé, c'est-à-dire dans la forme, c'était bien, c'était assez spontané. Mais dans le fond, c'était vraiment hyper cool. Et je te dis alors à très bientôt. J'espère te revoir bientôt sur un autre format. Carrément. Salut. Ciao, ciao.